Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 20 minutes chrono, l'émission de l'école de journalisme de Sciences Po sur les élections municipales. Notre invité aujourd'hui, Serge Federbusch. Bonjour. Bonjour et merci de m'inviter donc dans ce vieil institut que j'aime beaucoup et où j'ai fait des études il y a fort longtemps. Vous êtes donc candidat à l'élection municipale à Paris, tête de liste du parti Aimé Paris, soutenu par le Rassemblement national. Nous allons donc vous poser quelques questions avec Caroline Deschamps, journaliste à Public Sénat. Bonjour Caroline. Bonjour. Mais d'abord, votre profil, votre portrait en quelques mots. Vous êtes juriste de formation libérale énarque, passé par le Parti socialiste, l'UMP et aujourd'hui proche du Rassemblement national. Première question, Serge Federbusch, après avoir navigué à gauche, à droite, est-ce que vous vous êtes enfin trouvé en politique? J'ai toujours en fait été fidèle à des convictions de démocrate, des convictions aussi libérales, effectivement, parce que j'ai pu expérimenter dans mes différentes fonctions la nécessité de faire reposer l'organisation de la société sur le choix des individus, le libre choix, qui est en dernière analyse ce qui permet à la société de se régénérer, d'être efficace. On l'a observé maintes fois dans l'histoire. Je voudrais souligner aussi que je suis soutenu par le Rassemblement national, mais par d'autres mouvements, le Parti chrétien-démocrate, etc., que c'est un rassemblement de gens qui aiment Paris, comme son nom l'indique, et qui veulent sortir de la gestion actuelle, qui est une gestion calamiteuse. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais même si on n'en parle pas, de toute façon, ce n'est pas très grave, parce qu'il suffit aux Parisiens en ce moment de sortir de chez eux pour se rendre compte eux-mêmes de l'état de leur ville, et puis surtout des solutions, parce que nous, on est pragmatiques, on compte apporter des solutions pragmatiques et efficaces aux problèmes de Paris. Et c'est ça, finalement, ce qui me guide aujourd'hui, comme ce qui m'a toujours guidé dans toutes les activités politiques, parce que j'étais élu, ou administratif, que j'ai pu exercer. Alors, vous l'avez dit, vous êtes soutenu par le RN, mais pourquoi vous n'êtes pas le candidat officiel du Rassemblement national? Ça revient un peu au même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, à partir du moment où ils n'ont pas de candidat qui soit véritablement issu de leur rang, moi je ne fais pas partie de leur mouvement, eh bien ils soutiennent un candidat extérieur, donc c'est un peu logique, et de la même manière que les autres mouvements me soutiennent. Voilà, ils n'ont pas de candidat parce que justement ils ont préféré une forme d'ouverture, montrer, je pense, leur capacité à accueillir des sensibilités et à être ouverts à des sensibilités différentes des leurs, qui ne sont pas forcément les mêmes sur tous les sujets, effectivement. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez positif. En tout cas, ça se passe de manière extrêmement fluide et harmonieuse. Et comme on est d'accord sur l'essentiel des sujets qui concernent Paris, il n'y a véritablement même pas une feuille de papier à cigarette d'épaisseur entre leurs projets et les nôtres. Mais c'est aussi parce que Paris n'est pas un terrain électoral très propice au RN. Écoutez, effectivement, il faut parler franchement. C'est sûr que Paris a été une ville où leurs scores n'ont pas été toujours à la hauteur de leurs espérances. Cela étant, je crois que ce n'est pas non plus le seul déterminant de leur choix, puisqu'il y a des villes de province, par exemple dans le sud, où ils ont fait le même choix, un choix d'ouverture, ou bien alors à Perpignan, où Louis Alliot se présente là aussi en agrégeant différentes sensibilités politiques, où ils sont dans une position beaucoup plus forte. Donc ce n'est pas le facteur déterminant. Je crois que la volonté d'ouvrir leur discours et d'ouvrir leur rang et de montrer qu'ils sont capables justement d'agréger des gens de sensibilités différentes est quand même le facteur déterminant. Monsieur Federbusch, vous vous présentez, vous, dans le 19e arrondissement de Paris. Et justement, on allait sur place interroger les Parisiens et les Parisiennes pour savoir s'ils vous connaissaient d'abord et savoir ce qu'ils pensaient de vos idées. Est-ce que vous connaissez Serge Federbusch? Non. Federbusch. Absolument pas. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'extrême droite, donc a priori, comme il n'y a pas d'idée nouvelle de sa part, je ne voterai pas pour lui. Il veut par exemple réarmer la police. Et C'est vrai? Ah bah non, enfin bon... Déjà en ce moment, il y a déjà pas mal de problèmes quand même avec les policiers. Non, ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est pas une mauvaise idée. il souhaite notamment la réouverture des voies sur berge aux voitures. Bah, c'est sympa pour les piétons quand même, je trouve, les voies sur berge, c'est plus cool. Et puis les gens ont l'air contents en fait d'en profiter. Peut-être que la réouverture des berges serait une solution, mais je pense qu'avant tout, déjà, il faut peut-être se poser des questions sur l'ampleur des travaux dans la rue. Serge Federbusch, on le voit, vous n'êtes pas un candidat très connu. Pourquoi pas faire de meeting? Quelle est la tonalité de votre campagne? Comment vous réagissez à ce micro-trottoir? Alors d'abord, je tiens à souligner que je suis un enfant du 19e arrondissement. Je ne me suis pas présenté dans cet arrondissement dans une forme de parachutage, qui est d'ailleurs à peu près le cas de tous les autres candidats. Madame Hidalgo, elle est dans le 15e, et puis d'un coup, comme elle a peur de ne pas être élue, elle migre vers le 11e. Enfin, ils sont tous dans ce cas-là. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Et je tiens à le souligner. Deuxièmement,
J'ai eu une activité à la fois d'élu et puis une activité de blog. J'avais un site internet qui s'appelait Delanopolis, qui était le plus lu à Paris. Donc, quand on fait un micro-trottoir, on peut rencontrer des gens qui vous connaissent ou pas. Je remarque qu'il y avait… Bon, effectivement, ma notoriété n'est pas éminente. C'est dû aussi au fait que je passe assez rarement dans les médias officiels, les médias industriels. Cela étant, ce qui compte avant tout, c'est notre projet, c'est la façon dont on le défend sur le terrain, c'est l'engagement des militants. Ils sont nombreux. On est très présent dans tous les arrondissements et je pense que le jour J, c'est ça qui fera la différence. Oui, mais pour vous faire connaître, vous pourriez faire des meetings, des réunions d'appartement, je ne sais pas moi. Alors, j'ai fait plusieurs réunions où j'ai confié souvent les médias et la presse, qui la plupart du temps ne sont pas venus. Deuxièmement, j'ai l'expérience quand même, une petite expérience de la politique. J'ai fait plusieurs campagnes électorales et je sais que les meetings, vous savez, c'est des gens où ce sont des situations où les gens finalement s'auto-congratulent, ils sont contents de se retrouver, ils braillent un peu, puis à la sortie, ils n'ont pas gagné une voix. Moi, ce que je crois, c'est que ce qui compte, c'est au contraire la rencontre de terrain, le fait de mettre des tracts dans les boîtes à lettres, le fait d'aller sur les marchés, de rencontrer les Parisiens, c'est ça qu'on fait, c'est notre priorité. Les meetings, ça fait plaisir, ça réchauffe, on se tient chaud, mais ça ne… Ça contribue à la notoriété quand même. Mais à partir du moment où la presse ne les reprend pas, vous savez, moi j'ai fait des réunions avec Robert Ménard, avec par exemple le père… disons que je suis quand même bien forcé de constater que quand je fais des communiqués de presse, et là par exemple on a présenté toutes nos listes, têtes de liste, vous voyez, très récemment, bon, la plupart des médias, sauf peut-être vous justement, ne viennent pas. Donc je dois m'adapter aussi au terrain. On a une certaine forme d'hostilité. Hein. C'est pas de la parano, c'est tout à fait objectif. Ben, je m'adapte au terrain et moi, pour moi, ce qui compte, c'est le rapport avec les Parisiens. Alors ensuite, il y a eu des tas de questions qui ont été évoquées par les gens qui ont été interrogés. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on vienne la dernière question, une personne qui se plaignait des travaux à Paris. Vous, dans votre programme, vous proposez notamment de construire un tunnel pour les voitures, donc sous terre 7 km qui relierait le Trocadéro à Sully-Morland. Est-ce que là, ce n'est pas la promesse des années de chantier à venir? Pas du tout. Vous savez qu'actuellement, il y a un tunnel qui est en train d'être construit au moment où on parle, à Paris, boulevard Haussmann, qui va jusqu'à la Porte Maillot. On a des tunneliers très performants aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les années 60, c'est le tunnel du RER E, EOL, d'accord? Donc on a des techniques constructives qui sont bien plus performantes qu'autrefois, premièrement, et qui d'ailleurs ont limité les coûts. Et deuxièmement, il y a une vision globale derrière ça, parce qu'actuellement on est dans le chaos. On est dans le chaos, boulevard Saint-Germain. Oui, mais c'est un sujet important. Mais c'est un sujet important parce que on va rouvrir les voies sur berge le temps que ce tunnel soit percé. Voilà. Donc, quand il sera achevé, et il peut être financé sur le long terme, en particulier par un léger péage qui est tout à fait acceptable par les automobilistes, puisque ça va leur offrir une prestation, vous voyez, un service supplémentaire, parce qu'ils pourront traverser Paris. Parce que l'essentiel du flux est un flux traversant. Les gens ne s'arrêtent pas au Louvre pour aller voir une exposition, vous voyez, quand ils prennent les quais. Donc, ça leur offrira un service supplémentaire. Et à partir de là, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs comme l'a fait la municipalité actuelle. On pourra véritablement et de manière intelligente, et là vraiment révolutionnaire, changer le rapport à la Seine. C'est-à-dire que vous pourrez avoir, aussi bien sur les quais hauts que sur l'ex-voie-sur-berge, eh bien, une vraie zone piétonne, ou en tout cas quasi piétonne, à part pour les riverains. Et il y a peu de gens aujourd'hui qui vivent rue de Rivoli. Donc c'est un projet qui est à la fois techniquement réalisable, financièrement supportable. C'est un projet de long terme et qui réglerait réellement la question de l'hypercentre parisien qui n'est pas du tout réglée actuellement. C'est votre projet pharaonique à vous, on parle de Central Park. Est-ce que c'est le projet? Ça n'a rien de pharaonique, ça coûtera 4 à 5 fois moins cher que le tramway des Maréchaux, pour vous donner une idée. Et la comparaison, c'est probablement dans les 500 ou 600 millions d'euros. Le tramway des Maréchaux, ça a coûté plusieurs milliards. Et si on compare ça au projet saugrenu plutôt c'est Griveaux, Villani ou même Anne Hidalgo de mobiliser 20 milliards pour soi-disant le logement des classes moyennes, alors que sa politique de préemption a déjà fait monter les prix de manière complètement outrancière, eh bien on est dans des grandeurs financières très raisonnables. De tous les candidats, mon projet est le plus raisonnable, à tout point de vue, parce que c'est la seule vraie mesure qui peut coûter, mais qui est financée aussi par un péage, lequel péage sera tout à fait supportable, puisque c'est justement une prestation supplémentaire. Ce n'est pas un péage, vous voyez, de pur… il faut équilibrer le… Si, je le sais, moi, je pense que à la traversée à l'abonnement, généralement, ou à la traversée, ça serait de 1 à 2 euros pour la traversée de Paris, qui permettrait
de gagner beaucoup de temps et donc les gens s'y retrouveraient aussi sur la consommation de carburant. Est-ce que vous pouvez lui dire à cette personne combien d'années de travaux cela nécessiterait un tunnel comme ça? Moi, je suis quelqu'un de sérieux, donc j'ai dit Donc qu'il vous fallait n'avez lancer des études techniques. Les politiciens qui prétendent qu'ils vont, en claquement de doigts, vous donner des chiffres et des délais mentent. C'est comme Madame Hidalgo qui dit qu'elle va planter 170 000 arbres alors qu'elle n'a pas été fichue d'en planter 20 000. Vous voyez, je ne suis pas dans le mensonge. Donc je sais que ça prendra quelques années, ça prendra sans doute au moins quelques années. Oui, ça peut prendre une mandature, mais c'est un projet qui permettra vraiment ensuite de faire un vrai jardin à côté de la Seine, parce que le gros problème des berges actuellement réaménagées par la ville, c'est que l'endroit le plus beau, finalement, le plus adéquat pour ça, c'est-à-dire les jardins des Champs-Élysées et le cours La Reine, sont restés une autoroute urbaine. C'est précisément là qu'il faut intervenir. Et c'est précisément là qu'on aurait pu le faire. C'est au cœur de votre programme et on y reviendra. C'est un des éléments. Oui, votre campagne est aussi centrée sur la lutte contre l'insécurité. Vous proposez une police municipale. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? En fait, on a le projet de créer des conseils de sécurité de quartier qui travailleront en osmose, représentants de la population, ça sera ouvert à tout le monde, qui travailleront en osmose avec la police municipale qui sera armée, parce que ce n'est pas la peine de mettre des policiers si on ne les arme pas. N'importe quel policier vous dira qu'ensuite ils deviennent des cibles, surtout dans les zones difficiles. Et bien ensuite, ils seront connus des gardiens d'immeubles, ils seront connus des syndicats de copropriétaires, des associations de locataires, donc il y aura un lien interpersonnels, ils connaîtront leur numéro de téléphone et on pourra faire des rondes citoyennes, c'est retrouver l'esprit de la garde républicaine. C'était ça la garde républicaine autrefois, c'est pas du tout un projet de milice fascisante, vous voyez, c'est un projet au contraire de rapprochement du peuple et de la population des forces de police et c'est ça justement qui évite les dérives. Et une fois qu'on aura, parce que c'est une forme d'îlotage mais plus avancée, une fois qu'on aura véritablement mis ça en place, ça sera très facile d'obtenir des résultats parce que la population sait parfaitement. Si vous venez avec moi dans le 19e arrondissement, vous verrez, devant le 70 de la rue Riquet, vous avez des dealers, ils sont toujours là, d'accord? Bon, en permanence, il y a des cages d'escalier qui sont parfaitement identifiées. Eh bien, les conseils de sécurité de quartier et la police municipale pourront appuyer là où ça fait mal pour les dealers, les trafiquants et les petites frappes, et les mettre hors d'état de nuire dans le respect parfait de la légalité républicaine. Mais avec un système de dénonciation, comment Mais ce n'est pas de la dénonciation. De toute façon, je vous signale que dans le code pénal, vous avez tout à fait le droit, vous êtes tenu même de dénoncer les fauteurs, les délinquants. Donc ça ne change rien au droit, ce n'est pas de la délation, c'est le fait de permettre. Et d'ailleurs, très récemment, dans le 20e arrondissement, des associations de riverains composés de gens qui se situent à gauche, ont fait spontanément la même chose. Ils ont décidé de faire des rondes pour, justement, parce qu'ils connaissent parfaitement les endroits où les petites frappagistes et où les dealers dealent, pour justement lutter contre la délinquance. Donc on ne fait que finalement répondre à quelque chose de spontané dans la population. Et il n'y aurait pas de dérive? La dérive, elle est toujours possible, mais elle ne se produit pas quand il y a de l'autorité, quand il y a le respect des lois. La dérive serait de toute façon infiniment moindre que celle qu'on a aujourd'hui avec le comportement de la police macronienne qui frappe, mutile et tabasse. Là, il y a beaucoup plus à s'inquiéter, je crois, que d'une police qui serait proche des habitants et dont les gens connaîtraient les noms et qui serait en contact. Parce que l'anonymat de la police, c'est la pire des choses pour une démocratie. Et donc vous refusez le terme de milice pour ces rondes citoyennes. Mais pour vous, ça risque pas de créer un climat de défiance, justement? Vous parlez de la police. Je crois qu'il faudrait que vous veniez avec moi. Il faudrait que vous veniez avec moi dans ces quartiers-là pour voir ce qu'est un vrai climat de défiance. Le climat de défiance, c'est le climat des femmes qui ne peuvent plus sortir seules après 7 ou 8 heures du soir, d'accord, qui ne peuvent plus mettre de jupe. Bon, des mômes qui se font tabasser parce qu'on veut leur voler ci ou ça, arracher leur téléphone, avec une police ensuite qui ne prend même plus les plaintes, il n'y a plus de main courante, parce que de toute façon, elle est complètement dépassée. Je suis favorable aussi à ce que dans chaque mairie d'arrondissement, il y ait un point d'aide aux victimes pour que les gens puissent, quand ils sont victimes d'agression, être suivis ensuite, parce que si vous allez porter plainte, plus rien ne se passe ensuite. Ça, c'est inadmissible. Et la mairie doit aider les Parisiens à ensuite entrer dans le parcours du combattant, qui est parfois un parcours du combattant pour eux, pour faire que quand ils sont victimes d'agression, eh bien, leur préjudice soit réparé et les fauteurs de troubles soient identifiés. Serge Federbusch, je voudrais qu'on avance un peu. Nous sommes allés à la rencontre des Parisiens et Vanna a une question à vous poser, elle a 19 ans. Écoutez.
Bonjour, je m'appelle Lévana, j'habite à Paris et ma question serait de savoir comment envisageriez-vous de régler ces problèmes de pauvreté et de migration? Sur la question des migrants, justement, Serge Federbusch, je vous proposais de supprimer les subventions pour les associations qui leur viennent en aide. Mais question simplement, les réfugiés, les demandeurs d'asile qui continuent d'arriver à Paris, comment on s'en occupe? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien alors, je crois qu'il va falloir que je vous donne aussi des informations dont vous ne disposez pas, parce que 95% de ces gens, j'y suis allé moi, je suis le seul candidat tête de liste à être allé dans les campements. Il y a des vidéos, vous pouvez les voir. Je suis allé à leur rencontre, je suis allé à des endroits où plus personne n'ose entrer. Donc je sais exactement de quoi ils retournent le long du périphérique, porte d'Aubervilliers ou porte de la Chapelle. Bien. Donc la situation est la suivante, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ce sont des gens qui viennent chercher de meilleures conditions économiques. Alors ensuite, ça renvoie à la politique générale migratoire où on les laisse entrer et parfois même on favorise leur entrée parce que le gros drame dans cette histoire et la faute énorme de la municipalité parisienne et d'Anne Hidalgo, c'est de les inciter à venir. Il y avait des affiches « Refugees Welcome » en anglais, en arabe et accessoirement en français, d'accord, où on leur disait de venir. Ensuite, il y a des... Hidalgo mais bien sûr que qui si. leur dit de venir. Mais il y avait des publicités de la ville de Paris, renseignez-vous, où il y avait dans les 3 langues en question, la langue française arrivant en dernier, le terme « refugees welcome ». Ce ne sont pas des réfugiés, ou alors le terme de réfugié n'a plus aucun sens. Donc pour vous, les personnes qui sont porte d'Aubervilliers, porte de la Chapelle, ce ne sont pas des migrants qui ont fui la guerre ou bien la famine, ce sont des migrants économiques, vous dites? La plupart, effectivement, ils ne viennent pas. Bon, la famine, alors, ensuite, vous parlez de famine. Bon, je ne crois pas qu'il y ait de famine en Côte d'Ivoire, je ne crois pas qu'il y ait de famine au Sénégal, d'accord. Et pour certains, qui viennent de la Corne de l'Afrique, il y a souvent une migration qui peut être liée à une insécurité, mais qui n'est pas une insécurité plus grande que celle que les populations d'ailleurs du 18e ou du 19e arrondissement vivent quotidiennement. À ce moment-là, on pourrait dire, mais les gens de Porte d'Aubervilliers, de la cité Charles-Hermite, par exemple, à la lisière du 18e et du 19e, eh bien, ils vont arriver en Suisse et ils vont réclamer, vous voyez, l'asile politique en Suisse parce qu'il y a un climat d'insécurité dans le 18e ou dans le 19e arrondissement du fait de la politique d'Anne Hidalgo. Donc, on est dans un mensonge et dans un mensonge qui est très pervers parce qu'une fois que les gens arrivent, comme elle ne veut pas déplaire à son électorat, elle va pleurer et pleurnicher auprès de la préfecture pour les évacuer. Et tout ça, et c'est la pompe aspirante. Et moi, je veux qu'on mette fin à cette pompe aspirante. Et Héloïse a une question pour vous. Elle a 19 ans, on est allé la rencontrer. Bonjour, je m'appelle Héloïse et j'aimerais savoir ce que vous comptez faire concernant l'environnement à Paris. Concernant l'environnement, vous êtes fâché avec l'écologie, M. Federbusch? Alors, la ville de Paris et la ville de France est l'une des grandes capitales mondiales où la pollution recule le moins actuellement. Elle recule spontanément dans les grands centres urbains parce qu'on ne se chauffe plus comme avant à la houille, vous voyez, et parce qu'il n'y a plus d'industrie. Et pourtant, à Paris, ça recule moins vite qu'ailleurs. Pourquoi? Mais du fait précisément de la politique municipale qui crée des engorgements et des embouteillages. Donc la meilleure manière de lutter pour l'environnement, c'est déjà d'arrêter les politiques aberrantes qui créent des embouteillages et des engorgements, comme on a pu le constater de manière absolument démentielle ces temps derniers, dès lors qu'il y a eu une grève dans les transports publics. Donc la première chose, c'est si on veut respecter l'environnement, on revient à la raison en matière de politique de circulation. Ensuite, on arrête de bétonner. On arrête de bétonner. Serge Federbusch, vous proposez la réouverture des voies sur berge. Est-ce que c'est pas contradictoire la fermeture des voies sur berge, ainsi que l'avait prévu la commission d'enquête publique, qui de manière extrêmement rare avait émis un avis négatif face à ce projet. La fermeture des voies sur berge a accentué la pollution. Simplement, elle a accentué la pollution à des endroits où les gens vivent, alors qu'avant, il y avait de la pollution sur les bords de Seine où les gens ne vivent pas. Donc ça a déplacé la pollution et ça l'a même accentué. Donc moi je suis pour qu'on sorte de la démagogie. On traite les problèmes de l'environnement et les problèmes de la circulation à Paris de manière démagogique. Et donc si on sort de la démagogie, on obtiendra déjà les premiers résultats. Merci Serge Federbusch d'avoir participé à l'émission 20 minutes chrono. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.